Monsieur Lesquin a cette qualité qui fait des fois beaucoup de personnes, c'est l'esprit de synthèse. Alors on voit Mmh. qu'il a fait de très longues années d'études et donc ça c'est pratique, ça c'est pratique. Alors dedans son article par exemple, il fait la synthèse de plusieurs ouvrages de Bernard Lugan et de 2-3 autres ouvrages de grands auteurs français historiques et donc c'est un ouvrage assez sympathique. Et en fait, donc il y a beaucoup de choses très intéressantes dans cet article, reprenant donc beaucoup, hein, citant abondamment, Bernard Lugan. Sur les origines, alors en répondant rapidement à la calomnie, on n'a pas évidemment exterminé, génocidé les Algériens, c'est une blague, on les a décuplés, on les a plus que Aïe. décuplés, donc c'est une blague de mauvaise propagande. Mais il y a un vrai danger, et que cet article illustre, il y a un vrai danger dans la colonisation qui est en fait que non seulement la métropole, c'est-à-dire le territoire d'où viennent les colons, la Mmh. métropole perd une partie de sa vitalité, mais Mmh. pire que ça, elle perd autre chose, ce qui lui a garanti sa conquête à l'origine, c'est la technologie. Comme j'ai dit très Oui. souvent, quand même, hein, c'est pas toujours le cas, et surtout dans ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais la colonisation, historiquement, c'est quand même surtout un avantage technologique. Et en effet, là où Antoine avait tout à fait raison, c'est que la colonisation agit comme un moyen de transmission, de diffusion des découvertes, des inventions. Mais c'est aussi un inconvénient. Parce que ça veut dire que si vous allez coloniser le monde entier et leur donner toutes vos technologies, bah après, tout le monde entier a toutes vos technologies. Et donc, il y a un grand danger, et ça, c'est l'expérience française, l'illustre à merveille au XXe siècle, qui est que si vous fournissez vos armes à vos rivaux, à d'autres peuples, si un jour leur venait l'idée de devenir vos ennemis, eh ben, ils vous combattraient avec vos propres armes. Et Et, c'est à chaque fois ce qui se passe, hein. Et c'est à chaque fois. exactement, je dis ça avec un C'est certain une nombre loi de de... l'histoire, hein. C'est une loi de Oui, parce l'histoire. que... Et en plus, on peut l'expliquer. On peut l'expliquer d'ailleurs assez, je pense assez clairement, puisque un peuplement, deux peuples vivant à côté, en rapport, ça crée forcément des tensions. Et Eh donc, oui. le peuple des autochtones tolère la domination des colons tant que les colons, l'avantage, la supériorité des colons est tel que, en fait, il y a bien un gain réel pour les colonisés, pour les autochtones. Mais le jour où les autochtones arrivent à un niveau technologique non pas même égal ou supérieur, mais approchant de celui des colons, alors la domination des colons devient insoutenable. Et donc à ce moment-là, systématiquement, ça peut donner très facilement une forme de haine ou de rancune tenace, sauf dans des cas où la colonisation a été avec un grand métissage, par exemple, et ça pose d'autres problèmes. Ou alors la population d'origine a largement ou a beaucoup diminué. Or, la France a eu quand même le don de faire. C'est paradoxal d'ailleurs, parce que ça a été mené notamment par la République. Alors, le second empire colonial français, qui commence en 1830, n'est pas initié par la République, ça c'est sûr. Mais une partie de sa vie se passe sous la Troisième République, notamment. Bah, la plus Voilà, grande partie de sa vie. la plus grande partie de sa vie. D'ailleurs, pour beaucoup de colonies, c'était même toute la partie de sa vie, parce qu'on a parlé du Maroc. Hein. Alors attention, Absolument, hein, l'Algérie c'est 1830, mais le Maroc c'est absolument, absolument. 1912 de mémoire, hein, si je dis pas de bêtises. L'IOT, ça doit être 1912. Voilà. Donc c'est déjà longtemps après. Alors, le problème, c'est que la République française a agi presque en se faisant comme le catholicisme, en fait, en se faisant missionnaire. Et donc, elle est allée apporter tous les avantages technologiques, sauf que à des peuples et à des civilisations qui étaient historiquement quand même nos ennemis. Les Mmh. peuples mahométans, tout respectables, estimables qu'ils soient, sont quand même les grands rivaux de l'Occident, la grande calamité de l'Occident. C'est pas pour rien qu'on les combat depuis 1300 ans quand même. Hein. On n'a pas beaucoup d'ennemis depuis aussi longtemps. Même C'est une pas chance même. pour la France. Ah C'est oui, une c'est une chance chance pour pour la la France. France. Même pas les Anglais. Hein. Remarquez, même les Anglais, on ne les combat pas depuis aussi longtemps qu'on combat les Mahométans. Hein. Poitiers Tu m'étonnes. 732, l'Angleterre n'existait pas. Hein. Donc et on est allé les armer généreusement. Et ça, c'est quand même un crime de la colonisation. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un crime contre soi. C'est c'est complètement idiot. C'est aller chez des personnes qui peuvent devenir vos ennemis. Tous les colonisés ne sont pas devenus nos ennemis, Dieu merci. Mais aller chez ces gens-là pour leur donner ensuite les armes de nous vaincre, c'est quand même extrêmement bête. Alors parce que si on regarde Oui. dans cet article, en effet, souvent les accusations gauchistes sur la colonisation qui sont vraiment ridicules disent oui, il n'y a pas la mission civilisatrice, machin. Bon, premièrement, oui,
le succès, comme le donne l'article d'Henri Lesquin, et je pense que c'est difficilement contestable, premièrement, la colonisation française s'est faite avec l'idée de civiliser le monde sauvage. Et disons-le clairement, c'était assumé. Alors, c'est pas de mes propos, hein, c'est les propos de Ferry qui disait dans l'Assemblée nationale, donc ils sont dans les archives de l'Assemblée nationale, c'est un droit et un devoir pour les races supérieures de civiliser les races inférieures. C'est pas moi, évidemment, c'est Jules Ferry. Je n'ai plus la date, mais c'est 1800 et des poussières. 1881 ou 2. Hein, voilà, donc, merci beaucoup, William. Donc, oui, il y a cette vision civilisatrice. Ça, c'est vraiment très marqué dans la colonisation française, ce qui est d'ailleurs pas le cas de toutes les colonisations occidentales. Hein. Attention, hein, les Anglais n'ont pas cette vision-là. Les Français ont quand même cette vision morale qui est en fait un long héritage catholique. Hein. Dans le fond, c'est l'héritage des missions chrétiennes. Et d'ailleurs, ces républicains-là viennent avec des missionnaires, bon gré mal gré, et donc ces colonies, pour beaucoup, en tout cas, voient l'essor du catholicisme. Alors, quand on regarde, oui, on a envoyé un certain nombre. Hein, je voyais les travaux combinés de Raymond Cartier, de Jacques Marseille et de Bernard Lugan mettent ainsi en évidence qu'en 1960, au moment de l'indépendance, 3 800 000 enfants des colonies africaines étaient scolarisés et que dans la seule Afrique noire, 16 000 écoles primaires et 350 écoles secondaires, collèges ou lycées fonctionnaient. En 1960 toujours, 28 000 enseignants, soit le 8e de tout le corps enseignant français, exerçaient sur le continent africain. Donc voilà, typiquement, là vous trouverez dans cette source d'information beaucoup de moyens de réfuter toutes les âneries gauchistes. C'est vraiment les critères... Les gauchistes, quand ils disent que la colonisation française a été mauvaise, ou la colonisation a été mauvaise, ont raison, mais pour les mauvaises pas pour les bonnes raisons. Et pas pour les bonnes personnes. Oui. Je veux rebondir, pardonne-moi de t'interrompre. Raymond Cartier. Le cartiérisme a été la première critique des coûts de la colonisation pour la France, particulièrement pour le cas de l'Afrique. Le cartiérisme, pourtant Cartier n'est pas du tout un mec d'extrême droite, machin, pas du tout. Le cartiérisme a été critiqué au possible de par les vérités qu'il dénonçait. Je me permets, cher Robin, autant pour moi, je veux juste faire la promotion d'un ouvrage parce que là, tu es complètement dedans, donc je prends vraiment le coche. Le legs français, Algérie, 1830-1962 de Pierre Montagnon. Ouvrage exceptionnel, petit ouvrage, d'ailleurs, 150 pages à peu près, écrit de manière assez gros, hein, où vous avez des tableaux, des chiffres, etc., preuve à l'appui. Hein, non, la tour Eiffel n'a pas été construite avec le fer d'Algérie. On arrête ça, on arrête tout, là, on arrête tout. L'Union algérienne n'était pas encore ouverte à date que la tour Eiffel avait été créée, justement. Voilà, mais c'est pas grave, on y va. Donc, allez-y, hôpitaux, santé, écoles, tout ça. Oui, on a créé l'Algérie. Ce qui rejoint les propos de Robin, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a perdu comme pognon, comme savoir-faire, comme homme, comme tout ce que vous voulez, en créant l'Algérie. Regardez Alger. Regardez le littoral d'Alger haussmannien. Et en plus, d'ailleurs, de mémoire, ça a été fait en pierre importée de la France. C'est que la France s'est même dépouillée de ses propres pierres pour aller construire Alger. Et quelle réussite. Il y a une architecture extrêmement sudiste aussi. C'est très beau, mais parce que la colonisation française... Mais il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve entre Nice et la côte algérienne. Hein. Sauf que c'est pas le voyage, c'est pas dans le sens que pensent les gauchistes. C'est ça le petit souci. Ça a pris le bateau dans l'autre sens. Exactement. Dans le meilleur sens. Donc le legs français, Algérie 1830, 1962 de Pierre Montagnon, aux éditions Bernard Giovanangeli, éditeur. Voilà. Donc c'est absolument passionnant et vous pouvez comment dire le commander. Il est facilement accessible. Trouvable. Voilà. Oui, c'est ça. C'est vraiment. Merci beaucoup. Je lirai aussi à l'occasion. J'achève la lecture de cet article a beaucoup d'intérêt, mais c'est pas le cœur parce que je pense qu'en réalité tout individu de bonne foi sait que la colonisation française a été bénéfique pour les anciens colonisés pour une raison évidente, c'est qu'ils veulent tous revenir en France. Donc en fait, quand ils se pressent tous à plein cargo à venir en France, c'est qu'en général, il y a des raisons qui les poussent à venir chez nous. Mais ça, c'est pas un argument technique, hein, c'est un argument que tout le monde peut constater.
Je trouvais intéressant de rendre hommage aussi aux grands, alors ce que Henri de Lesquin appelle les bienfaiteurs de l'humanité. Et c'est vrai qu'on oublie beaucoup le combat, la recherche française sur la médecine est une des raisons de l'explosion démographique de l'Afrique. Alors voilà, mais c'est des gens qui ont agi par pure charité et qui ont apporté un grand bien à l'Afrique, et l'Afrique devrait leur en être en tout cas particulièrement reconnaissant. Par pur intérêt, il y avait quand même des enfoirés dans nos rangs, faut pas non plus bien exagérer. sûr, mais je parle là des chercheurs dont les technologies ont apporté concrètement, ont permis de... oui, non, bien sûr. Alors, par contre, positif à leur vie, oui. Oui, voilà, ça, non, mais parce que, oui, alors ça c'est sûr, des colons, pourquoi un type accepte de se déraciner de sa métropole? En fait, c'est souvent attiré par le profit. Donc en plus, ça flatte les mauvais instincts de l'homme, hein, parce que évidemment que les types, ils ont pas quitté leur terroir dans lequel tous leurs ancêtres avaient vécu pour aller cueillir des fleurs sur tel mont en Algérie. Hein. Ils sont venus pour faire des usines, etc., avoir de la main d'œuvre, un bon marché, etc. Quand on est anglais, je comprends qu'on va quitter l'Angleterre pour aller ailleurs. Hein. Bon, là, j'avoue. Oui, ça pourrait se comprendre, mais pas pour la France. Là, il n'y a pas de problème. Mais pas pour la France. Mais donc, oui, donc dans ces grands savants, on a François Maillot qui découvrit l'utilisation de la quinine, Alphonse Laveran identifia l'hématozoaire, agent du paludisme, et reçut le Nobel de physiologie en 1907, Albert Calmette fonda le laboratoire de l'hôpital de Saigon en 1894, Alexandre Yersin découvrit l'agent bactérien de la peste, le bacille de Yersin. Paul Simon démontra que les puces des poux qui prolifèrent sur les rats sont les principaux vecteurs de la propagation de la peste, etc. etc. En fait, toutes ces inventions et tous ces progrès médicaux de l'Occident ont permis en fait, l'essor démographique de ces pays qui... En fait, pourquoi l'Afrique était extrêmement peu peuplée pendant très longtemps? Parce que les conditions de vie étaient... franchement désastreuses, hein, vraiment très très, alors je dirais pas de choses qui pourraient passer pour du racisme, mais bon, elles étaient primitives, enfin on était vraiment la roue n'était quand même pas diffusée largement en Afrique, elle n'est pas tout à fait inexistante, elle était quand même peu diffusée en Afrique au moment où nous y sommes arrivés, c'est quand même au 19e, c'est quand même un petit peu triste, hein. Bon. Et donc, oui, la baisse de la mortalité générale et infantile en particulier, et donc la hausse de l'espérance de vie ont donc permis au peuple colonisé de traverser la première phase de transition démographique et de connaître une hausse de population sans précédent en l'espace de 15 ans seulement, entre 1921 et 1936, à périmètre constant. La population des colonies, protectorats et mandats de l'Empire français est ainsi passée de 55,56 millions à 69,13 millions d'habitants, donc une augmentation de 14 millions. Selon les différentes estimations, la population totale de l'Afrique a, en conséquence, été multipliée par 7 au cours du XXe siècle, en passant d'un peu plus de 100 millions à près de 800 millions d'habitants. Donc, toute théorie qui voudrait dire que les Occidentaux, et en particulier les Français, ont été en Afrique uniquement à leur profit, ça ne veut pas dire qu'il y a eu un certain nombre d'individus, comme on l'a dit, qui ont été poussés uniquement par le profit, etc., ça c'est évident. Sont des idées bidons, et à l'inverse, l'Afrique a tiré énormément de l'Occident, quand bien même l'Occident lui a apporté des marques de décadence. En effet, on pourrait dire, l'Occident maintenant, alors si on fait un bilan aujourd'hui, oui, il y a le coca, on a l'Afrique, on consomme beaucoup de coca, on a 2-3... bon, il y a des déchets, il y a des choses... Bon, très bien, mais si on compare les capacités qu'ils ont de faire croître leur population, et puis l'Afrique, c'est plus... Alors, il y a quand même aujourd'hui des cités de plus en plus gigantesques. Hein. J'ai un ami qui est en Afrique régulièrement. L'Afrique n'est plus du temps, justement, où on n'avait pas encore la roue. Hein. Il y a des cités aujourd'hui gigantesques. Donc, la prospérité de l'Afrique, les représentants que nous avons sur le territoire ne sont pas forcément tout à fait représentatifs de ce que... De l'ensemble du continent, loin s'en faut. Je crois qu'il y a une illusion chez les Européens là-dessus. Hein. Absolument. C'est pour ça d'ailleurs, je me permets de rebondir, que quand certains fuient la guerre dans un pays d'Afrique, ils peuvent très bien aller dans le pays voisin qui est en, je dirais pas parfaite santé économique, bien qu'il y a certains pays africains qui s'en sortent plus que d'autres, mais en tout cas où ils peuvent logiquement trouver la paix. Et c'est vrai que notamment certaines grandes villes de l'Afrique australe, oui, sont, on dirait, des métropoles états-uniennes, hein, c'est clair. Alors je pense notamment à Harare, mais bon, à Harare, il y a aussi la colonisation européenne qui a beaucoup profité. Et d'ailleurs, en parlant des déchets, petite anecdote qui est assez cocasse, après je rebondirai sur ce qui a été dit.
J'ai un ami qui, dans le cadre de son travail, on va dire ça comme ça, a dû passer à Djibouti et avec des collègues à lui, ils ont pris une voiture pour, s'éloigner un petit peu de la ville principale et aller dans le désert et la ville principale, le sol était tapi de déchets parce que forcément, on a apporté du consumérisme qui est pas forcément bon, c'est vrai. Mais en même temps, vu qu'eux, ils n'ont pas développé de traitement des déchets efficace pour supporter ce consumérisme, il y a des déchets partout. Et le sol des grandes villes était tapis de déchets. Ils se sont dit, on va aller en campagne, ça va être beaucoup plus sympa. Et au final, en campagne, c'était plus ou moins la même chose. Et c'était marrant, enfin c'était marrant, oui et non. C'est que quand ils passaient en voiture, donc en pleine campagne près de la capitale de Djibouti, je ne sais plus laquelle c'est, il y avait une pancarte avec marqué, en plein milieu du désert, avec marqué financé par l'Union européenne. Donc là, on est purement dans la colonisation économique qui est fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'Occident, parce qu'elle a colonisé, par la mentalité de la décolonisation, dans le cas de la néocolonisation, est exercée sur elle, s'exerce sur elle-même une colonisation économique pour ces pays africains. Par rapport à ce qui a été dit, oui, en effet, oui, alors les dangers de la colonisation, en effet, c'est passer les armes, très succinctement, passer les armes au peuple colonisé et surtout créer créer un sentiment de défiance des populations colonisées vers les populations qui ont colonisé. Eh bien, c'est vrai que la meilleure des choses à faire dans ces cas-là, c'est soit, de déplacer la frontière des colonisés et de ne pas vivre avec eux. C'est une possibilité. C'est ce qui est fait dans certains pays et qu'est-ce qui fait, par exemple, je parlais tout à l'heure de l'Australie et l'Amérique du Nord et qui sont en fait des exemples de colonisation qui donnent envie. C'est parce qu'en fait, les populations autochtones étaient extrêmement minoritaires ou alors elles ont été chassées, décalées, comme c'était le cas en Amérique du Nord, hein, il y a des réserves qui ont été créées. Initialement, l'État d'Oklahoma existe parce que justement c'était une réserve d'Indiens qui se transforma en État par la suite. Et tous les Amérindiens qui étaient vraiment à l'est des États-Unis, ils ont été décalés à l'ouest. C'est pour ça que toutes les réserves sont à l'ouest, généralement. Parce que c'est l'endroit où on a le moins envie de vivre, parce que c'est beaucoup plus désertique, hein. Avantage des occidentaux sur le territoire. Bah, en même temps, ils le contrôlent, c'est normal. Et puis, bah, on a pareil avec les aborigènes d'Australie. Les aborigènes d'Australie ont été beaucoup plus poussés des côtes vers le milieu du bush. Et alors, en l'occurrence, le bush fait quand même partie du pays australien, mais on aurait pu imaginer, par exemple, que, au lieu, de coloniser, l'ouest de l'Australie, les occidentaux disent: «Bon, bah, tous les, aborigènes d'Australie, vous allez à l'ouest, nous on garde l'est, on fait une frontière au milieu, vous avez votre pays, on a le nôtre». Et dans ce cas-là, aucune arme n'aurait été passée de l'autre côté, il n'y aurait pas eu forcément d'intérêt économique à faire des échanges avec ces gens-là et puis, chacun aurait eu son territoire. Alors certes, c'est un vol, mais ça empêche ce genre de choses. Voilà et puis évidemment, il y a aussi le cas du métissage. Alors le métissage, je trouve ça intéressant parce que, hem, autant, autant on peut être critique du fait de détruire un peuple par le métissage, autant, sans que ça paraisse un peu trop, que le côté scientifique paraisse un peu trop morbide, il peut être intéressant, dans certains petits pays, de voir qu'est-ce que donne le métissage entre tel peuple et tel peuple. Et on le voit bien avec l'Amérique du Sud, c'est intéressant de voir, le métissage entre les autochtones, les Européens et a fortiori dans certaines îles, avec les populations, d'Afrique noire.